Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. L'échec est dramatique et la défaite totale lorsque l'empereur et son armée sont encerclés à Sedan. Le 2 septembre, Napoléon III dépose les armes. L'humiliation de la France est totale. Bismarck et la Prusse triomphent. L'empereur a perdu tout son prestige et il doit partir en captivité en Allemagne. Pendant ce temps, la guerre se poursuit. Des francs-tireurs combattent l'envahisseur, qui réplique en exécutant des otages. Le 4 septembre 1870, Gambetta proclame la République. Un gouvernement de défense nationale est formé pour poursuivre la guerre. Les armées allemandes fondent sur Paris, qui est assiégé. Malgré les sorties impétueuses des troupes françaises, rien n'y fait. La supériorité militaire de l'adversaire est écrasante. La France doit se reconnaître vaincue. L'armistice est signé le 28 janvier 1871 et la paix le 26 février. Le 22 janvier, une partie des Parisiens épuisés par cette guerre de siège et furieux après le gouvernement réclament l'élection d'une commune. Ce mouvement est animé par des socialistes radicaux. Or, beaucoup de Parisiens sont en armes. Le gouvernement, majoritairement monarchiste, veut désarmer la commune qui s'y refuse et qui veut mettre en place une république sociale. Paris se dresse de barricades car l'armée fidèle au nouveau gouvernement vient réprimer la révolte. Les femmes sont présentes. Louise Michel, institutrice engagée politiquement, devient l'une des plus grandes figures de la commune. Des femmes redressent la tête et participent à l'action politique et au combat. C'est la guerre civile. Les insurgés prennent des otages dans la bourgeoisie et le clergé. Les communards n'hésitent pas à les fusiller. Les combats sont acharnés et d'une violence extrême. Les communards reculent et le dernier carré se réfugie au Père-Lachaise. La défaite des communards est totale. C'est la répression avec la déportation en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Les hommes pris les armes à la main sont fusillés sans procès. La République est donc née dans le sang d'une guerre fratricide. Après moult péripéties, les républicains parviennent à évincer leurs adversaires politiques lors des élections suivantes et à enraciner la République. Son socle est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Son article 1er proclame « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». L'article 2 les définit « Liberté, égalité, propriété, sûreté et résistance à l'oppression ». En 1879, la Marseillaise devient l'hymne national. Et en 1880, le 14 juillet devient la fête nationale. Jules Ferry est l'une des plus grandes figures républicaines des débuts de la Troisième République. Pour lui, la jeunesse est l'avenir du pays et de la République. Elle doit avoir accès à la connaissance et développer son esprit critique. Ce sont les fondements mêmes de la liberté. Les lois Ferry de 1881-1882 rendent l'instruction obligatoire, gratuite et laïque, afin que chaque citoyen puisse décider en toute indépendance de son avenir. Napoléon III avait instrumentalisé le Panthéon pour renforcer son régime, et depuis 1870, il est figé et ses portes fermées. Le choc du décès de Victor Hugo en 1885 entraîne sa réouverture car il avait été un grand défenseur de la République. Son cortège funèbre est suivi par une foule de plusieurs centaines de milliers de Français. Il s'agit d'honorer le républicain et l'humaniste, ainsi que de donner à la République un héros. Victor Hugo a combattu de toute son énergie, et au prix d'un exil de 20 ans, la dictature de Napoléon III. Pour cela, il a utilisé ses armes d'écrivain, la plume, le papier et le talent. À travers son œuvre littéraire, il dénonce la misère sociale et les injustices. Il défend l'éducation et l'ouverture d'hôpitaux
à travers Jean Valjean et Cosette. Mais pourquoi cet homme a-t-il volé? Pourquoi cet homme a-t-il tué? Voilà deux questions auxquelles ils ne répondent pas. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice, selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils et le lupanar ses filles. Vous avez trop de forçats, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces deux ulcères? Que le corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez-vous de la maladie. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Son combat contre la peine de mort devra attendre 1981 pour que l'abolition soit adoptée. En 1908, Émile Zola rejoint Victor Hugo au Panthéon. Il s'agit là aussi d'honorer un homme d'engagement et de combat pour la défense de l'idéal républicain. Défendre Dreyfus, c'était aussi défendre la République. À travers son œuvre littéraire, il avait aussi mis en exergue la dureté de l'époque pour le monde ouvrier et lancé un appel à une société plus harmonieuse et offrant une place plus digne à chacun. La semeuse de rôti, dont la première frappe a eu lieu en 1897 avec le demi-franc, met en avant la fière devise de la République française: liberté, égalité, fraternité. La loi encadre et définit la liberté et l'égalité. Par contre, la fraternité relève exclusivement de l'élan du cœur et de la volonté de partager. Marianne ensemence la terre de France en lançant à la volée les graines de liberté, égalité et fraternité. Mais pour que le soleil radieux de la République éclaire le pays, il faut que ces graines puissent germer et fructifier. La démocratie peut être éphémère, il faut donc en prendre soin. Les rapports entre la République et les religions s'articulent autour de la notion de laïcité. Face à une Église catholique qui veut imposer ses principes au pays, une loi de séparation des Églises et de l'État est adoptée en 1905. Le modèle qui s'impose, même s'il se construit contre l'Église catholique, est celui d'une laïcité tolérante qui repose sur le respect de la liberté de croire ou de ne pas croire. Unifier les Français passe aussi par le service militaire. Léon Gambetta déclare en juin 1871 que pour tout le monde, il soit entendu que quand en France un citoyen est né, il est né soldat. Le service militaire est établi en 1872. En 1889, la loi oblige le clergé à participer à la conscription. Ainsi, tous les Français sont égaux devant la loi.